Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le cours des quotas d'émission 2026. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. On attend que tout le monde se connecte. On est déjà une vingtaine. Et on va animer ce webinaire avec Cipten, qui est, que vous voyez, tu es sur scène? Oui, je vais. Et les slides? Super. On se donne encore 1 minute. Si quelqu'un a des problèmes pour voir, entendre, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a un petit espace pour poser des questions. Laure est également avec nous pour modérer. Normalement, vous devriez voir les slides, moi et Cipten en vidéo, et pouvoir nous entendre également sans problème. Bon, il est 32, let's go, on commence. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre temps encore une fois. Je vais prendre juste 2 petites minutes pour faire un petit message en anglais. Hi, for those of you who registered with a French address but are based elsewhere, not in France and not speaking French, really sorry about the confusion, and I'll take the time to speak to you individually. After that, I'll send you an email. Voilà. Vous avez pu voir mon niveau d'anglais. Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, au Maillot, on a quand même des investisseurs dans 24 pays, donc de Singapour en Californie. Donc, c'est vrai qu'on a des gestions de langue et de décalage horaire aussi, c'est notre quotidien. Bon, aujourd'hui, on va prendre 45 minutes avec Valentin pour vous parler du marché. C'est vrai que là, sur le Q4 2025, le thème, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a pu voir sur les quelques dernières années et où est-ce qu'on va, quels sont les faisceaux d'indices sur les projections de prix en 2026 avec pas mal de changements structurels, réglementaires. Et donc, on va prendre le temps de vraiment éplucher tout ça et regarder le détail. Et on prendra bien sûr 10-15 minutes à la fin pour vos questions, des questions-réponses avant de vous laisser prendre le temps de déjeuner au moins ce midi. Alors, petit rappel sur les quotas d'émission de l'Union européenne. C'est vrai qu'en termes d'étymologie, il y a 2 marchés. Et donc, nous, pour éviter la confusion, on est vraiment sur le marché des quotas d'émission, donc qui est le marché réglementé, liquide, sur les marchés cotés de l'énergie européenne. Et donc, il y a une différence avec les crédits carbone qui sont pour le coup un mécanisme plutôt compensation et non pas tarification obligatoire, qui est beaucoup plus petit, qui n'est pas régulé ni liquide. Et donc, nous, on est vraiment sur les quotas d'émission de l'Union européenne, qui est aussi un actif financier au sens de la directive MiFID II européenne depuis 2018. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut en acheter, en vendre et trader sur ce marché. Alors, c'est vraiment la clé de voûte de toute la stratégie climatique européenne, et ça depuis plus de 20 ans. Donc, le début du mécanisme a été mis en place en 2004-2005, mais c'est vrai qu'on parle souvent des accords de Kyoto en 97 avant, donc c'est quelque chose qui empiriquement a des chiffres. Aujourd'hui, c'est un marché colossal qui assujettit près de 11 000 sites industriels en Europe, dans plusieurs industries, avec en même temps donc vraiment une validation empirique de la baisse des émissions depuis la mise en place du mécanisme.
Et ça, donc ça c'est le passé. Et puis même dans les années à venir, il y a pas mal d'extensions de marché sur l'offre, sur la demande. On verra tout ça en détail. Alors, pour rappeler très rapidement le mécanisme, on l'appelle en anglais aussi le cap and trade. Pourquoi cap and trade? Le cap, c'est en fait un maximum d'émissions, un plafond qui s'applique pour les industries. Et donc, on a matérialisé, la Commission européenne a matérialisé la pollution, donc une tonne de CO2 émise par un industriel, par un quota. Donc, vous avez toujours cette équivalence. Et donc, le nombre de quotas qui est mis sur le marché chaque année matérialise en fait ce maximum d'émissions pour les industries. Et la particularité, c'est que le plafond baisse tous les ans. Parce que l'idée, c'est pas de rester à un statu quo avec des émissions qui restent au même niveau, mais c'est vraiment de changer un peu les courbes des émissions et d'arriver à 2030, 2035, 2040, 2050 à des objectifs vraiment de décarbonation, donc de baisse des émissions. Aujourd'hui, en fait, on est sur un cycle un peu annuel, c'est-à-dire que la Commission européenne va mettre sur le marché des quotas tous les jours à travers des enchères. Ensuite, les entreprises vont en acheter, en vendre un peu tous les jours. C'est pour ça qu'on parle je parlais d'un marché liquide. Par jour, on a 3 à 4 milliards de transactions effectuées sur le marché primaire et secondaire. Et on a une date butoir qui est maintenant fin septembre, où en fait, les assujettis vont restituer l'équivalent de ce qui a été émis durant l'année. Donc, vous avez compris le cap avec le plafond des émissions et ce côté trade où en fait, vous pouvez en acheter, en vendre. Et on s'attardera dans la présentation un moment à voir ce que font les différentes parties prenantes parce que vous avez des entreprises qui sont assujetties, qui rendent des comptes, qui restituent les quotas. Et vous avez aussi des fonds d'investissement, des banques qui ont vraiment plutôt un aspect investissement qui vont se positionner à la hausse, à la baisse, et ces gens-là donnent aussi un bon signal sur le marché par rapport aux perspectives de prix. Alors, je vais passer la main à Valentin. Merci Sipten. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le fonctionnement du mécanisme de marché, étant donné que les quotas sont donc les titres émis par la Commission européenne, sont cotés en continu sur le marché, c'est-à-dire que leur prix varie en permanence. Et pour pouvoir comprendre comment ce prix va évoluer dans les années à venir, ce qui est le sujet de notre webinaire, on va s'attarder juste pour comprendre comment cette formation du prix se fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est un mécanisme réglementaire qui assujettit des milliers d'acteurs, industriels, transporteurs, énergéticiens, qui doivent acheter des quotas sur le marché pour les restituer à la Commission européenne. Comme beaucoup de marchés cotés, il y a une émission primaire. Si on fait le parallèle avec le marché action, ce serait une augmentation de capital. Là, c'est la Commission européenne qui met sur le marché, via des enchères, les quotas d'émission. Et puis ensuite, il y a le marché secondaire. Ce serait un peu l'équivalent de Euronext pour les actions. Là, il se trouve que ce n'est pas Euronext, c'est les marchés énergétiques comme EEX, qui est le marché sur lequel s'échange l'électricité, ou ICE, qui est le marché sur lequel s'échange le gaz, sur lesquels on peut acheter et vendre des quotas lorsqu'on est un acteur assujetti, c'est-à-dire une industrie, un transporteur maritime ou aérien ou un énergéticien. Et l'essentiel du volume se passe sur le marché secondaire. Et donc, à n'importe quel instant, il y a une offre et une demande, et donc un prix qui se forme en fonction de l'évolution de cette offre et de cette demande. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'offre et la demande vont évoluer dans les années à venir pour anticiper quels vont être les niveaux de prix en 2026-2027. Alors, côté offre, qu'est-ce qu'on voit? Chaque année, le nombre total de quotas disponibles diminue. Si tu en as parlé, c'est le plafond décroissant. Donc, c'est un actif déflationniste sur l'offre, un petit peu comme le Bitcoin pour ceux qui sont plus à l'aise avec les analogies et crypto. Et l'objectif politique du marché, c'est que cette offre plafonnée décroissante entraîne progressivement une augmentation du prix. Plus le prix des quotas est élevé, plus les acteurs assujettis sont incités à décarboner.
ils ont systématiquement l'option soit d'acheter des quotas, soit de transformer leur processus industriel afin de ne plus être exposés à ce coût. Alors, ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ce qu'on voit depuis maintenant 20 ans, et là sur le graphique, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est une baisse progressive de l'offre qui s'accompagne d'une augmentation progressive des prix. Donc, on a vu le modèle théorique et là, on voit sa validation empirique. C'est un marché qui fonctionne, sur lequel il y a une offre qui diminue suivant la réglementation européenne et un prix qui s'ajuste structurellement à la hausse. Bien sûr, l'objectif de ce marché, c'est de décarboner, c'est de faire en sorte que les émissions industrielles et énergétiques, transport en Europe diminuent. Et donc, ce n'est pas seulement théorique, on l'observe empiriquement. Il y a une baisse de près de 40% depuis 2010, surtout une baisse de plus de 50% depuis 2005, c'est-à-dire 1 milliard de tonnes de CO2 en moins de la part des acteurs assujettis, donc encore une fois, énergéticiens, industriels, transporteurs maritimes et aériens, qui est observé, vérifié. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui fonctionne bien à travers cet équilibre offre-demande et le cours du quota, qui est le point d'équilibre qui va entraîner une décarbonation des acteurs. Alors, on a vu un peu d'un point de vue macro, il y a cette offre, il y a cette demande et ce prix qui se forme. Maintenant, comment est-ce qu'on analyse le prix? Comment est-ce qu'on arrive à le décrypter? Comment est-ce qu'on arrive à le comprendre? On va continuer sur cette grille un peu binaire, offre et demande. Côté offre, on a ce qu'on appelle un facteur fondamental de long terme. Fondamental parce qu'on est sur l'offre et la demande, et de long terme parce qu'on a des trajectoires qui s'anticipent, qui sont connues à l'avance et qui s'expriment sur des temps longs. C'est pour ça qu'on va voir les prix sur des temps longs s'apprécier. En revanche, la demande, elle évolue quotidiennement. On a vu que c'est un marché qui est coté, encore une fois. Il y a une liquidité de l'ordre de 4 milliards d'euros par jour. Donc, il y a des échanges, il y a des trades qui se font systématiquement et qui vont dépendre, non pas de la demande, qui, elle, encore une fois, est connue, anticipée à long terme, mais de la demande. Et donc là, on va voir plein de facteurs différents. Ça peut être le coût des matières premières, par exemple. Lorsque le gaz est très cher, les industriels vont se déporter sur le charbon. Le charbon émet 2 fois plus que le gaz et donc ils vont devoir acheter 2 fois plus de quotas pour une quantité équivalente. Ça peut être la météo. S'il y a peu de vent en Europe, notamment dans le nord de l'Europe, il y a une faible production d'énergie éolienne et donc on va se déporter sur des énergies plus carbonées. Lorsqu'il y a des sécheresses en France, comme ça a été le cas cet été, la production hydroélectrique va être diminuée. Donc, pareil, on va se déporter sur une production thermique. Ça peut être des événements géopolitiques ou macroéconomiques. Lorsque Trump annonce des nouveaux tarifs douaniers, il y a une crainte, une anticipation d'une baisse des opportunités à l'export des industries européennes, donc une anticipation d'une baisse de la production industrielle et donc de la consommation de gaz, de charbon et de pétrole, et donc une baisse du prix des quotas. Donc, d'un point de vue théorique, on a un facteur stable connu de long terme qui est la décroissance de l'offre, qui entraîne structurellement les prix à la hausse, et au court terme, des variations quotidiennes, systématiques de la demande qui vont créer une volatilité. Alors maintenant, lorsqu'on regarde sur les vrais chiffres, on voit ces effets réglementaires qui peuvent entraîner des variations de cours. Donc, sur les 10 dernières années, il y a eu différentes réformes du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit ce marché qui montrent, qui illustrent le soutien systémique constant des institutions européennes vers l'appréciation du prix. Donc, on peut expliquer en partie les variations de prix par cette évolution réglementaire qui est en quelque sorte une évolution de la pente de l'offre. Et puis, sur le marché, on voit aussi
des événements géopolitiques, macroéconomiques, énergétiques, climatiques qui viennent fixer les prix. Lorsque il y a le confinement, il y a une baisse de l'activité économique, donc le prix diminue. Lorsque la Russie met une pression sur l'offre de gaz et que le prix du gaz explose, on se déporte sur le charbon, donc la demande en quota augmente. Ça s'accélère avec l'invasion de l'Ukraine. Lorsque le nucléaire français passe une année horrible avec des arrêts, de la maintenance, des grèves, on se déporte sur, pareil, une électricité plus carbonée, et donc le prix augmente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette double lecture réglementaire et marché va nous permettre de bien comprendre déjà ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer aujourd'hui et ce qui va se passer à l'avenir. Et donc là, on rentre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 et 2027 et pourquoi est-ce qu'on considère que les quotas d'émissions sont une des classes d'actifs les plus intéressantes pour des investisseurs avec des perspectives à moyen terme? Alors, déjà, il y a des effets réglementaires. On dit que le marché est en train de passer d'une phase d'équilibre entre l'offre et la demande à une phase de déficit de l'offre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tension sur l'offre et donc les prix devraient augmenter. Ça vient de plusieurs choses. Ça vient déjà de l'accélération de la pente déflationniste de l'offre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on diminuait le nombre de quotas mis sur le marché année après année, suivant un taux de réduction qui était de 4,2 et qui va passer à 4,3 puis 4,4. Donc, on accélère cette pente de réduction. Un autre effet, c'est que jusqu'à maintenant, encore une fois, il y avait certains assujettis, des industriels, qui avaient des quotas qui leur étaient donnés gratuitement. Donc, ça faisait une sorte de coussin sur le signal prix. Mais ces allocations gratuites sont en train de diminuer très rapidement et vont disparaître d'ici à 2034. Alors que tout d'un coup, il va y avoir une demande supplémentaire de tous ces acteurs qui jusqu'alors avaient des quotas gratuitement et qui maintenant vont devoir les acheter sur le marché. Enfin, côté demande, ça s'élargit également. Aujourd'hui, 40% des émissions du transport maritime sont assujetties. C'est en train d'augmenter. Ça a passé à 100% à partir de 2027. Pareil sur le transport aérien. Aujourd'hui, c'est uniquement les vols intra-européens qui sont concernés. Et à partir de 2027, ça devrait être étendu à l'ensemble des vols internationaux. Donc, d'un côté, contraction de l'offre. De l'autre côté, augmentation de la demande. Ça fait un effet ciseau. Et le résultat, c'est le prix qui va s'envoler. Il y a aussi des effets de marché. On voit notamment avec ce qui se passe aux États-Unis qu'il y a un développement de l'offre d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz qui est en augmentation au même moment où il semblerait qu'on ait atteint le pic de demande. Et donc, il y a une anticipation assez largement partagée, assez consensuelle, d'une chute des prix du pétrole et du gaz dans les années à venir. L'effet de cette chute, c'est que du coup, ça sera moins cher et qu'il y aura plus de consommation de cette source énergétique par rapport à des sources décarbonées. Et donc, plus de consommation de pétrole et de gaz, c'est plus de demande sur les quotas d'émissions. Et donc, ça accélère un petit peu cet effet ciseau, cet effet augmentation de la demande. En même temps, tout le monde parle en permanence du boom de l'IA, on en a beaucoup parlé. Il va y avoir une augmentation de la consommation électrique des data centers. Ça devrait plus que doubler d'ici à 2030 pour atteindre 156 TWh à l'échelle européenne. Cette consommation énergétique, elle ne va pas être uniquement décarbonée. Donc, encore une fois, une hausse de la consommation d'hydrocarbures qui devrait peser sur, enfin, en tout cas, soutenir le prix des quotas dans les années à venir. Et enfin, un gros stimulus fiscal de la part des pays européens qui se sont engagés à augmenter de manière assez significative leurs dépenses de défense. Et donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est plus d'acier produit, plus de chars,
plus de munitions, plus d'avions, plus de bateaux, plus de camions. Tout ça, ça émet des gaz à effet de serre et donc ça va encore une fois pousser la demande de quotas à la hausse. Donc on a vraiment une décroissance de l'offre poussée par la réglementation, augmentation de la demande poussée par les dynamiques macroéconomiques et par la réglementation, et donc anticipation d'un prix à la hausse. Et enfin, il y a un changement de la structure du marché. Donc, historiquement, une grosse partie du marché était portée par les énergéticiens. C'est sur eux que pesait une grosse partie des obligations, parce que c'est là où on polluait beaucoup en Europe, dans les centrales thermiques, dans la combustion de gaz et de fuel pour la production énergétique. Mais les énergéticiens, ils ont très rapidement décarboné leurs activités. Pourquoi? Parce que c'est un secteur relativement simple à décarboner, relativement peu cher. Et à partir du moment où le prix des quotas augmente, il y a une incitation très forte à décarboner les secteurs sur lesquels les coûts marginaux d'abattement, les coûts marginaux de décarbonation sont faibles. Et donc, maintenant, il reste une partie des énergéticiens, bien sûr, mais il reste surtout tout le reste, tous les industriels, les transporteurs maritimes, les transporteurs aériens, qui, relativement aux énergéticiens, ont pris plus de poids. Ils représentent aujourd'hui plus de 50% du marché. Or, pour eux, décarboner est bien plus difficile. Et donc, cette demande va rester pendant plusieurs années, le temps que le cours des quotas d'émission rattrape le coût marginal de décarbonation de ces industries. Et donc, elles vont continuer à consommer des quotas, à acheter des quotas, portant le cours à des niveaux de plus en plus élevés, jusqu'à ce qu'elles aient enfin l'incitation nécessaire à décarboner. Par exemple, un métallurgiste, si le cours des quotas est en dessous de quelque part entre 120 et 150 euros la tonne, il va préférer acheter des quotas. Parce que l'alternative, décarboner sa production, lui coûte plus cher, ramené à une tonne supprimée, que 120, 150 euros. Aujourd'hui, on est à 75 euros. Donc, tant que le cours n'augmente pas, l'industriel ne va pas décarboner, donc il va continuer à acheter des quotas. À partir du moment où le cours atteint 120, 150 euros, on va le voir d'ici peut-être 2030, là, on va voir une décarbonation des métallurgistes, sidérurgistes, mais les cimentiers, eux, vont attendre plutôt, je sais pas, 300 euros, les transporteurs maritimes plutôt 500 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un remplacement des énergéticiens par les industriels qui change la structure du marché, qui change les dynamiques de la demande et qui vont soutenir une demande forte et constante dans les années à venir jusqu'à ce qu'on atteigne des nouveaux paliers de décarbonation. Alors maintenant, on va voir que tout ça, ça se manifeste déjà dans la vraie vie. Oui. Merci Valentin pour tous ces points. C'est vrai que on parle donc de différents paliers de prix, et quand on regarde en fait ce qui s'est passé l'année dernière, parce que souvent on me dit en début d'année on avait des niveaux de prix autour de 178 euros, 80 euros, et ensuite on a connu une baisse. Alors, comme le disait Valentin, il y a vraiment deux, sur l'offre et la demande, il y a le côté court-termiste et il y a le côté plutôt long terme. C'est vrai que sur l'offre, on a dit qu'il y a une réduction annuelle, qu'il y a de moins en moins de quotas, ce qui en fait pousse par construction le prix vers la hausse. Mais ça, c'est plutôt des effets qu'on voit année après année. Mais dans le court terme, il y a souvent des fluctuations, et on l'a vu cette année, et ça, c'est plus global, c'est sur les différentes classes d'actifs. On voit qu'en avril-mai, quand Trump parle de ses tarifs douaniers avec la Chine, l'Europe, toutes les classes d'actifs en général vont baisser parce qu'il va y avoir une crainte de baisse, en tout cas de la production ou de l'activité économique en général. En parallèle, vous avez de la géopolitique avec, on a parlé de l'Ukraine, de la Russie, parce que ça a un effet via le prix du gaz. Donc, il y a tous ces effets un peu court terme qui ont joué sur les prix. Mais depuis mai, on a un marché qui reprend un peu à la hausse,
pour vraiment, enfin, en anticipation de 2026 et des paliers de prix qu'on pourrait atteindre, notamment via les différentes explications qu'on a eues sur les extensions de marché, que ce soit sur le maritime ou l'aérien, avec la réduction de l'offre et le mix énergétique. Maintenant, comme on l'a dit un peu en préambule, c'est un marché où vous avez 11 000 entreprises qui sont assujetties, qui en fin septembre doivent restituer leurs émissions de l'année, mais vous avez aussi d'autres participants sur le marché, des institutions financières, des assureurs, des fonds d'investissement, des banques, des courtiers, des traders, des investisseurs au maillot de plus en plus. Et donc, les investissements dans les quotas et les produits en spot et dérivés sont un bon proxy pour voir en fait quel est l'état d'esprit du marché. Et donc, ces investisseurs qu'on voit, en anglais, on appelle ça le commitment of traders, on voit qu'en fait, ils se positionnent à la hausse, à la baisse par rapport au prix du moment et aussi aux anticipations. Alors, ce qui est intéressant de voir sur la position aujourd'hui, qui est une position record longue, majoritairement, donc il y en a bien sûr qui vont avoir une position longue d'achat et d'autres vont être plutôt à la vente. Maintenant, en net, aujourd'hui, on a une position de l'ordre de 75 millions de quotas, qui est en fait le plus haut depuis près de 4 ans. Et donc, ça signale l'appétit, en tout cas l'optimisme des investisseurs sur le marché en disant j'achète aujourd'hui parce que j'anticipe une hausse et donc je revendrai peut-être plus tard. Et donc, aujourd'hui, on a ce constat sur le marché avec les autres investisseurs. Et du coup, il y a une espèce de consensus sur le marché, si on peut parler voilà, à horizon en tout cas 2030. Nous, on fait ce travail récemment, surtout Valentin, tous les mois, vous avez dû le voir avec les rapports mensuels, vraiment éplucher, de regarder les différentes banques, les différents participants pour dire ah ben tiens, quelles sont leurs nouvelles projections de prix, avec quelles hypothèses surtout, pour être réaliste et pas prendre en fait des extrêmes dans quelques années. Et donc, s'en dégage un cours autour de 130, 135 euros d'ici 2030, là où aujourd'hui vous êtes sur un prix spot qui voilà, aussi autour de 75 euros. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, en termes actifs financiers, sur les 10 dernières années, vous avez une performance qui a été assez intéressante, certes avec de la volatilité, mais comme on l'a dit, un marché où il ne faut pas regarder le court terme, mais plutôt se positionner sur 3 à 5 ans, on considère de moyen à long terme. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de consensus de ces différents analystes pour dire que en investissant aujourd'hui en fait au prix spot et par rapport aux changements réglementaires et structurels du marché, on pourrait estimer ou attendre une appréciation des quotas de l'ordre de 12 à 15% par an, en tout cas jusqu'à 2030. Et ensuite, bien sûr, on met à jour dès qu'on a des nouveaux rapports pour voir ce qui va se passer, bien sûr, au-delà de cette échéance. Je vois qu'il y a des questions. Je vois qu'on a déjà pris une demi-heure de votre temps. On approche la dernière partie, donc ne vous impatientez pas trop. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions et on les note. Toutes. Alors, maintenant, au maillot, une fois qu'on s'est dit tout ça, nous, vraiment notre raison d'être, notre mission, c'est de démocratiser ce marché, d'être pédagogue, de vous donner en tout cas les grilles de lecture sur ce marché qui est fascinant parce que vous avez, c'est l'intersection du climat, de la finance, de la géopolitique. Et donc, notre travail, c'est vraiment de résumer tout ça pour que ce soit digeste et en tout cas d'être le plus objectif également sur où est-ce que va le marché, mais également les risques parce que il y a une volatilité intrinsèque au marché. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelle est notre proposition aujourd'hui? C'est vraiment de créer une plateforme qui vous permette d'avoir les prix donc en temps réel, de pouvoir suivre votre portefeuille, de pouvoir avoir des analyses un peu exclusives. Donc on fait
s'excuse, on fait un webinar tous les quelques mois, mais on va essayer d'être plus constant et puis en tout cas de vous donner via des rapports les dernières nouvelles du marché. Et surtout, on est en amélioration continue. Donc aujourd'hui, on est assez content. On a beaucoup de retours d'investisseurs qui nous disent tiens, moi j'aimerais bien faire ça, etc. Et donc on implémente tout ça. Donc aujourd'hui, on a depuis quelques temps, par exemple, mis la possibilité d'avoir des alertes de prix parce que on veut dire tiens, moi je veux me positionner dès que le prix sera là, mais je veux bien vendre là. Et donc ça vous permet aussi de gérer la liquidité, de vous dire j'achète quand je veux, je vends quand je veux, et vous construire une position dans le temps. Donc après, chacun a un peu sa stratégie. Vous pouvez aussi avoir un simulateur de performance, tant sur la partie, si je mets 10 000 euros, OK, quelle est ma performance financière, mais aussi de l'autre côté, quel est l'impact que j'ai sur les émissions, parce que comme on l'a montré tout au long de la présentation, vous avez une offre limitée de quotas, vous avez en même temps des investisseurs qui se positionnent, vous avez les entreprises assujetties et vous avez, nous, en fait, vous pouvez garder des quotas, vous allez exacerber ce côté rareté, vous allez les confisquer. Et donc, quelle est finalement la part des émissions que vous avez pris du marché? Et donc, ça, c'est vraiment l'impact que vous pouvez avoir sur les trajectoires de décarbonation. Et enfin, pour vous donner vraiment le détail de ce qu'on fait, on est dans une démarche démocratique, donc c'est de démocratisation. Donc, on a mis un ticket d'entrée qui est relativement accessible, avec des frais aussi qui sont, en comparant à d'autres classes d'actifs, assez bas. C'est dans l'idée de se dire, nos investisseurs aujourd'hui investissent 2, 3, 4 fois dans le temps, se créent des positions, mais la promesse, c'est aussi d'avoir un actif liquide, donc de pouvoir se dire, tiens, j'ai ma stratégie, sur cet horizon de détention. Ensuite, je peux acheter et vendre. Et donc, c'est vraiment vous donner cette flexibilité et aussi l'extension d'autres juridictions. Donc, ça, c'est des sujets un peu plus long terme sur les nouveaux produits qu'on va avoir. Et ça, en vous inscrivant à nos newsletters ou au mot de Valentin, vous allez pouvoir suivre nos aventures. Et donc, ça vous permettra aussi de diversifier vos produits. Voilà, donc 35 minutes, on est même un peu en avance. Donc, ce que je vous propose avec Valentin, là, c'est qu'on reprenne en fait, les différentes questions et puis qu'on les traite en une quinzaine de minutes. Et puis voilà. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Peut-être en guise de conclusion, je dirais 2-3 choses simplement. Le prix a fait à peu près 20% sur un an. Il a fait 25% par an en moyenne depuis 10 ans. Après, ça reste un actif qui est volatile, faut pas l'oublier. Il y a des phases de chute qui peuvent être assez fortes. Donc, c'est plutôt sur des investissements moyen long terme. Et nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est vraiment un décryptage pour comprendre les dynamiques de l'offre et de la demande et vous permettre de prendre des positions, si ça vous intéresse, sur les années à venir. On est en ce moment dans une phase d'accumulation. On l'a vu avec les positions des acteurs financiers. On le voit quotidiennement sur le prix qui est soutenu à la hausse depuis maintenant 6 mois. Et on le voit dans les anticipations des analystes qui illustrent un petit peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Donc, ce qu'on partage avec vous, c'est une opportunité que nous, on identifie et qu'on lit sur le marché, sur un actif liquide qui est au cœur des stratégies de décarbonation européennes et qu'on trouve extrêmement fascinant. Alors, il y a des questions sur… non, alors l'objectif de 25% par an, c'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt le track record. Il est un petit peu pipé, entre guillemets, par le fait que les prix du gaz ont complètement explosé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et puis par la suite pendant la guerre en Ukraine. Je pense que l'appréciation un peu d'équilibre du marché, c'est plutôt du 12 à 15% par an.
Donc, c'est plutôt ce qu'on anticipe. Enfin, c'est plutôt le consensus des anticipations des analystes et des commentateurs du marché d'ici à 2030. Donc 25% par an, c'est vraiment l'observation historique. 12 à 15% par an, c'est ce qu'on peut estimer. Bien sûr, ce n'est pas garanti. Ensuite, il y a une question sur ah oui, est-ce qu'on conseille d'investir alors déjà, c'est difficile de donner des conseils. Nous, on n'est pas conseiller en investissement financier. Donc, on ne donne pas de conseils, on donne accès à un marché autrement inaccessible. En revanche, c'est difficile à dire. Hein. Il y a une sorte comment on dit, de quote, de citation qui est souvent partagée, c'est le time in the market beats timing the market. Donc, le temps passé dans le marché est plus important que la capacité à trouver les bons points d'entrée. Ceci étant dit, c'est un marché assez volatile, donc il peut y avoir des opportunités un peu uniques à certains moments, surtout si il y a des actualités géopolitiques ou sur je sais pas, les tarifs douaniers, ainsi de suite, qui font que subitement le prix baisse. Donc je pense que c'est très personnel. S'il faut investir en une fois ou tous les 3 mois. Moi, ce que je conseillerais malgré tout, même si je ne peux pas donner de conseils, donc là c'est très personnel, c'est de comprendre le marché. Donc peut-être de prendre une position initiale sur une fraction de la position totale et de suivre, de lire les rapports, de regarder régulièrement qu'est-ce qui fait que ça monte, que ça descend, de voir si vous êtes à l'aise avec ce niveau de volatilité. Et puis, une fois que vous maîtrisez un petit peu mieux, que vous arrivez à décrypter ce qui s'y passe, et allez un petit peu plus loin sur le déploiement de votre enveloppe. Donc, on a pas mal parlé du positionnement des acteurs financiers. Je ne vais pas revenir dessus. Il y avait une question en revanche sur les risques. Donc, on a beaucoup parlé des facteurs à la hausse, mais pas des facteurs à la baisse. Et c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Donc, quels sont les risques? Bon, il y a un risque réglementaire. Il y a des pressions, il y a des résistances. Des industriels qui aimeraient que l'Europe aille moins vite, des pays qui aimeraient même que le marché disparaisse. Donc, est-ce que l'Europe pourrait céder face à ces pressions, à ces résistances? Tout est possible, le risque existe. Maintenant, il y a un équilibre des forces parce que c'est un titre financier, ce quota, qui est émis par la Commission européenne. Donc, lorsque les gens l'achètent sur le marché primaire, l'argent va à la Commission européenne. Ça représente 40 milliards d'euros de recettes fiscales l'année dernière. C'est gigantesque. Et plus le prix est élevé, plus les recettes fiscales sont importantes. Et elles sont redistribuées aux pays qui, en ce moment, ont besoin d'argent. Donc, il y a quand même un soutien au marché et un soutien à un prix fort. Le prix fort rend aussi plus compétitif toutes les énergies décarbonées. Donc, si on veut soutenir le solaire, les batteries, l'éolien, les véhicules électriques, l'acier décarboné, le ciment décarboné, on a besoin d'un prix fort. Donc, tous ces acteurs-là, qui sont aussi des industries, sont plutôt en faveur d'un prix élevé. Et donc, l'équilibre des forces, et on le voit sur les 10 dernières années, est plutôt vers une appréciation continue des prix. Et c'est pour ça que les effets réglementaires soutiennent cette appréciation dans les années à venir. Mais ça reste qu'un risque. Un deuxième risque au niveau macro, c'est une baisse de la production industrielle en Europe. Malgré le stimulus fiscal de la défense, l'effet douanier de Trump peut diminuer les opportunités à l'export et donc la production industrielle. Ça pourrait être un autre élément de risque sur les prix sur le moyen terme. Et un autre risque, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Changement réglementaire, résistance industrielle
et impact des forêts douaniers à la place de la production industrielle. C'est les 3 grands risques que je verrais. Après, il y a d'autres risques, mais qui sont plutôt positifs, c'est-à-dire que demain, enfin, il y a tout ce qui est captation de carbone, des nouvelles technologies qui vont faire qu'on décarbone plus vite que prévu. Bah, oui, de facto, il peut y avoir un impact sur les prix, mais du coup, c'est plutôt positif parce qu'on aura décarboné. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que par rapport au risque un peu plus géopolitique, on la pose assez souvent, et c'est vrai qu'on parlait des prix et surtout des entreprises qui vont bien sûr faire des plans d'investissement, et généralement, une entreprise va se positionner, va faire du CAPEX sur 10, 15, 20 ans, dépendamment des montants. Et c'est vrai que la plupart se disent aussi, il y a certes un président aujourd'hui, il y en aura un autre, et ils essaient plutôt de regarder où va le sens du monde, de l'économie, que fait la Chine sur le solaire, les batteries lithium, les voitures, etc., plutôt que de se dire, ah ben tiens, je vais regarder plutôt l'aspect gouvernement qui va peut-être changer dans 4 ans, puis encore changer. Donc, il y a aussi une vision un peu plus long-termiste des industriels dans le monde qui essayent d'aller dans le sens, on va dire, de l'innovation et de la création de valeur, et pas de revenir dans, entre parenthèses, l'ancien monde. Mais ça, c'est vraiment plus une vision du marché. Je reprends le micro. Oui, il y a un risque clairement sur le décalage des contraintes pour les compagnies aériennes type Corsia. L'extension du marché, l'extension de l'assujettissement des compagnies aériennes pour les vols internationaux dépend d'une analyse qui doit être faite par la Commission européenne en 2026 et qui pourrait être décalée. En fait, historiquement, l'objectif était que l'ensemble des vols soient concernés. Il y a une mesure qu'on appelle la mesure Stop the Clock qui a été demandée par les compagnies aériennes pour exclure les vols internationaux qui étaient déjà couverts par Corsia. La Commission européenne a accepté une exclusion temporaire, mais ensuite étendu dans le temps cette exclusion. Et a priori, elle devrait prendre fin en 2026 et à partir de 2027, les vols internationaux devraient être couverts, ce qui viendrait constituer une demande supplémentaire et donc encore un facteur de pression à la hausse sur les prix. Il est possible que l'exclusion soit encore repoussée et donc là, il y a en effet un risque de décalage. Sur la volatilité, la performance négative depuis 2022, en fait, il faut vraiment prendre en considération le fait que ce qui s'est passé en 2021, 2022 et un peu 2023, c'était assez exceptionnel. Il y a eu 2 facteurs qui sont combinés. Un, crise du gaz, le prix du gaz qui a quand même été multiplié par 10. Et 2, production nucléaire terrible en France sur l'année 2022. La France a été importatrice nette pour la première fois, au lieu d'être exportatrice à cause de ces problèmes sur son parc nucléaire. Donc, ensuite, il y a eu une baisse qui vient en partie du fait réglementaire. L'Europe a décidé, pour découpler son industrie du gaz russe, de financer un grand projet qui s'appelle le Repower EU en émettant des quotas supplémentaires. Alors, c'est pas vrai. En émettant des quotas qui étaient prévus pour les années 2027-2028 en 2024. Et c'est là où on voit une grosse baisse du prix. Mais il va y avoir un effet contrebalancier. C'est-à-dire qu'on a emprunté des quotas à l'avenir pour les mettre sur le marché aujourd'hui et lever des fonds pour financer ce découplage au gaz russe. Mais ces quotas qui ont été empruntés à l'avenir, du coup, ils n'existeront plus à l'avenir. Ce qui explique le déficit structurel anticipé sur le marché. Donc oui, c'est le risque réglementaire qui explique cette mauvaise performance. En partie, c'est aussi un retour à la normale, avec une production décarbonée nucléaire qui reprend à partir de 2023,
qui s'accélère en 2024. 2025, c'est encore une bonne année. Alors, pas une très bonne année sur l'hydroélectrique en France à cause des sécheresses, mais très bonne année sur le nucléaire. Un prix du gaz qui revient quand même à la normale. L'Europe qui se tourne vers l'ouest, qui se tourne plutôt vers du gaz liquéfié américain, et puis on a encore beaucoup de Russes, plutôt que du gaz de pipeline russe. Donc, l'effet soufflé, c'est plus un retour à la normale avec une accélération à cause de REPowerEU qu'une vraie baisse réglementaire. Sur le MACF, donc c'est-à-dire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est-ce qu'il y a un impact sur le prix? Il y a un petit impact dans le sens où le prix que les importateurs vont devoir s'acquitter au titre du MACF est indexé sur le prix des quotas. Et donc, certains acteurs sont en train de faire ce qu'on appelle du proxy hedging. Je le mets ici pour ceux qui sont un petit peu moins familiers. Donc, ils sont en train de se couvrir en achetant des quotas aujourd'hui, dont le prix va augmenter, afin que lorsqu'ils doivent acheter des certificats MACF, ils puissent vendre les quotas qu'ils ont achetés en couverture pour acheter les certificats. Je ne sais pas si c'est très clair, je la refais. Il y a une anticipation à ce que demain, le cours des quotas soit plus élevé. Et donc, que les certificats du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dont le prix est indexé aux quotas, soient plus élevés le jour où on doit les acheter, demain, que le cours des quotas aujourd'hui. Donc, ce que font certains acteurs, c'est qu'ils achètent des quotas aujourd'hui, ils portent leur position, et le jour où ils doivent restituer des certificats MACF, ils vendent les quotas et ils utilisent les recettes de la vente pour acheter les certificats. Donc, ce que ça crée, c'est une demande supplémentaire artificielle de ces proxy hedgers. On n'a pas les volumes, parce qu'évidemment, les gens ne donnent pas leurs intentions lorsqu'ils achètent des quotas. C'est un effet qui semble être réel, mais relativement marginal. Dans notre offre pour la suppression du quota, quel ROI pour l'investisseur s'il ne peut plus le vendre? Alors, c'est une destruction de la valeur. C'est-à-dire que c'est la manière la plus radicale, quelque part, de compenser ces émissions. Mais ça revient à dire, j'aime pas l'inflation, je sors mon argent de la banque et je le brûle. Donc, le ROI, il est nul. On détruit son quota. On détruit son quota, donc on vient vraiment confisquer ad vitam aeternam une quote-part de l'offre disponible. Ce qu'on suggère, c'est évidemment de ne pas le faire sur tout son portefeuille, puisque du coup, la valeur résiduelle tombe à zéro. Le faire sur une partie de son portefeuille, par exemple, une partie du rendement qu'on a pu effectuer. Encore une fois, je crois que là, on est à 23% de rendement sur un an. On peut dire, je prends 10%, je le garde et je prends 10%, je le brûle. A priori, on ne développera pas de contrat à terme sur les ETS. La raison est simple, la mission de Omaio, c'est d'aiguiller des capitaux privés vers des actifs qui ont un impact réel sur les émissions. Or, les contrats à terme et autres contrats dérivés ne viennent pas confisquer une partie de l'offre disponible parce que c'est du papier et que nous, on a envie d'avoir des produits qui répliquent physiquement, c'est-à-dire on détient physiquement dans nos comptes, sur notre bilan, des quotas qu'on va retirer au marché étant donné que l'offre est plafonnée. Je crois que j'ai répondu à, pour l'instant, tout le backlog de questions. S'il y a quelqu'un que j'ai oublié, est-ce qu'on a une offre stablecoin ETS? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'offre crypto. C'est un sujet en réflexion. Et j'en dirai pas plus. Donc oui, je pense qu'on a traité la plupart des questions. De toute façon, on vous enverra le replay de la séance. N'hésitez pas si vous voulez prendre un moment. On a aussi mis les sources, les articles, en tout cas sur les projections 2010-2030, pour que vous puissiez lire ça de votre côté à tête reposée. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre un moment avec Valentin ou moi si vous voulez
qu'on se fasse une visio ou un café, si vous êtes à Paris, pour parler un peu plus des différents points qu'on a abordés et comment on peut vous accompagner dans vos stratégies d'investissement sur les quotas d'émission. Voilà, je vois quelques derniers commentaires. Merci Sophie également. Une question sur les UKA. Alors, désolé pour le double micro encore une fois. Sur les UKA, alors je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'on les propose ou quelles sont les projections de prix sur les UKA. On est en train de finaliser notre capacité à les rendre accessibles aux investisseurs privés. On a en toute transparence un dernier travail à faire sur la gestion des devises parce que les UKA, c'est en livres. Et si on veut permettre à des investisseurs qui ont de l'euro d'acheter des livres ou des investisseurs qui investissent en livres mais qui voudraient aussi avoir des EUA, enfin, il faut qu'on puisse gérer ce qu'on appelle le multi-devise sur la plateforme. Une fois que ce sera fait, j'espère dans les semaines à venir, en tout cas avant la fin de l'année, on pourra proposer des UKA. Et à l'occasion, on fera des webinaires sur les spécificités de ce marché, ses différences par rapport aux EUA, les anticipations de prix à venir. On commence à faire une section UKA dans les rapports de prix mensuels. On suit plusieurs choses, notamment l'écart de prix entre les EUA et les UKA, ce qu'on appelle le spread, qui est assez intéressant à observer car il y a des discussions en cours sur un potentiel lien entre les deux marchés, ce qui ferait que cet écart, ce spread, tomberait vers zéro et ce qui rend les UKA une opportunité d'investissement assez intéressante plutôt à court terme. Mais on fera un point spécifique sur le UK. Donc, inscrivez-vous bien à nos newsletters, suivez-nous sur LinkedIn et quoi d'autre ? Newsletter, LinkedIn, et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages de temps en temps ou à venir prendre des cafés avec nous. Peut-être en conclusion, fin d'année 2025, période assez excitante sur le marché des quotas d'émission. Période d'accumulation pour les fonds. On commence à voir l'anticipation d'un marché structurellement déficitaire se manifester dans les prix. Il y a un consensus sur les commentateurs, les analystes de marché. Des risques demeurent. On anticipe à 2030 des prix qui seront de l'ordre de 130, 140 euros, soit 12 à 15% annualisés d'ici là. Et Omayo est là pour rendre ce marché accessible, le rendre intelligible, le décrypter et vous accompagner si vous avez des questions pour vous former une position sur une petite partie de votre portefeuille dans cette classe d'actifs au cœur de la décarbonation industrielle, de la transition énergétique, des sujets d'indépendance, de souveraineté en Europe. Merci à tous et on vous souhaite un très bon déjeuner, une excellente journée, des belles vacances de la Toussaint et on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, j'ai déjà dit, à nous mettre des likes, si vous êtes investisseur, commentez sur Trustpilot, parlez de Omayo autour de vous, parrainez vos amis, on a des offres de parrainage si vous êtes client. Évidemment, plus on est nombreux, plus ça nous aide. On est encore relativement jeune comme entreprise et tout le soutien qu'on peut avoir, même un like, un partage, un petit mot de soutien, ça nous aide énormément. Donc, merci pour ça et ça nous aide à continuer à faire ce genre d'événements, à faire ces recherches, à essayer de rendre ce marché parfois un peu complexe, pas toujours très familier, mais toujours extrêmement fascinant, accessible à un maximum de personnes.